Grèce, Californie aux États-Unis, Suède, sud de la France, Espagne, Portugal. Depuis quelques années, nos yeux s'habituent à d'immenses feux de forêt sans que l'on se pose trop de questions. Et pourtant, ces incendies n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 30 ans. Il s'agit de méga-feux. Merci Joël Zask d'être avec nous. Vous êtes philosophe, enseignante à l'université d'Aix-Marseille et vous publiez ce livre « Quand la forêt brûle » aux éditions Premier Parallèle, dans lequel vous nous invitez à réfléchir sur ce phénomène des méga-feux. Mais d'abord, de quoi s'agit-il ? Alors, de quoi s'agit-il justement? Il y a toutes sortes de discussions concernant ce phénomène qui est relativement nouveau, qui est peut-être mal identifié, concernant lequel il y a plusieurs d'ailleurs vocables qui peuvent être utilisés, comme très grand feu de forêt, hyper feu, la bête, etc., etc. Et donc c'est déjà un phénomène dont le comportement est assez mal connu, et je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le méga-feu. C'est ce que je disais, hein. Les gens ont l'impression que ce sont les feux d'été habituels, voilà. Sauf que vous dites non, justement, et ça vous le dites très bien dans le livre, ce sont des méga-feux. Je crois que ça dépasse 20 000 hectares ou 40 000 hectares, enfin c'est pas encore très précis pour le moment. Voilà, effectivement, il y aurait 350 millions d'hectares qui partiraient en fumée chaque année sur la planète. Les méga-feux sont, disons, en termes d'intensité, en termes de gravité, en termes de récurrence également, mais également en termes de destructivité très supérieure à ce qu'on connaissait dans le passé, en particulier à ce qu'on connaît à travers les feux saisonniers qui persistent d'ailleurs, ou encore ce qu'on peut appeler les feux d'entretien, qui sont des feux destinés à l'entretien de la forêt. Donc, en l'occurrence, je crois que ce qui est important déjà, c'est d'identifier un phénomène et en même temps, peut-être de se demander pourquoi il ne l'a pas été plus tôt, alors que les premiers méga-feux, c'est-à-dire ces feux hors normes, ces feux qui passent un peu l'entendement et qui ont aussi cette caractéristique d'être proprement inextinguibles. On ne peut pas lutter contre les méga-feux et malgré le déploiement d'une technologie de plus en plus sophistiquée, clairement, comme en témoigne aujourd'hui tristement la Sibérie ou même la Grèce, l'île de Bé, on ne sait pas faire face. C'est la nature en fait, ce sont les pluies, c'est l'arrêt des vents qui permettent à ces feux de s'arrêter, mais pas l'homme. Voilà, alors par exemple, Camp Fire a été éteint par les pluies. Camp Fire, c'est en Californie justement. En Californie, en novembre 2018, ce sont les pluies effectivement qui sont venues à bout de ce méga-feu. Alors, question, comment en tant que philosophe, on se met à écrire sur les méga-feux? On ne vous attendait pas forcément dans ce rôle-là? Eh bien, en fait, en tant que philosophe, il est important, je crois, disons, de diverger par rapport à la manière dont les problèmes sont généralement posés et de rétablir les questions, en quelque sorte, dans leur bon droit. Et clairement, personnellement, j'ai vécu un feu de forêt, bon, qui n'était peut-être pas un méga-feu, mais surtout... Au Cap Bénin, dans le sud de la France, dans le Gard, c'est ça? Voilà, et par ailleurs, j'ai aussi constaté... Et ça vous a sidéré et mis en colère? Voilà, et il y a eu une colère qui venait à la fois disons, du sentiment d'impuissance qu'on éprouve face à un phénomène qui est beaucoup plus vaste et c'est ce qu'on voit ici, le Cap Bénin. Voilà. Et par ailleurs, face aussi à l'inaction, qui est le propre d'ailleurs, d'une manière générale, de la crise climatique. Et donc ce livre, je l'ai aussi écrit dans le but de mobiliser évidemment l'ensemble des gens et d'utiliser le méga-feu, qui n'est qu'un phénomène de la crise climatique actuelle parmi d'autres, comme un signal d'avertissement. Parce que si on peut effectivement s'adapter dans une certaine mesure à un certain nombre de changements liés au réchauffement climatique, si on peut s'adapter à la fonte des glaces, si on peut s'adapter à la montée des températures, si on peut s'adapter éventuellement à la montée des océans, en revanche, on ne peut pas s'adapter au méga-feu. Le feu est un voisin tout à fait infréquentable. On ne peut pas, disons, ni communiquer, ni s'associer à lui. Alors vous rappelez que justement ces méga-feux sont déclenchés la plupart du temps par les êtres humains, que ce soit de manière intentionnelle ou pas. La plupart du temps, ce n'est pas intentionnel, c'est accidentel. Et vous dites qu'il ne faut pas apprendre à vivre justement avec ces méga-feux. Et justement, ces images qu'on peut voir à la télévision ou autre, on ne doit pas s'y habituer. Voilà, et donc effectivement, je pense qu'il y a un changement culturel à effectuer le plus rapidement possible. Et la manière dont on peut identifier ce changement culturel est liée finalement à, disons, cette relation que j'ai pu établir entre le développement des méga-feux
et une conception de nos rapports à la nature complètement détraquée. Oui, c'est ça. C'est quand même justement ce que vous développez dans ce livre. Le rapport des êtres humains à la nature doit être totalement revu. Voilà, c'était, disons, peut-être la partie la plus philosophique, dirais-je. On peut partir effectivement de la polarisation finalement entre deux attitudes qui sont les plus, schématiquement, je dirais, les plus fréquentes. D'un côté, vous avez cette idée que l'homme en tant qu'espèce domine la nature, que telle est d'ailleurs sa mission, qu'il a le pouvoir de la servir, de l'instrumentaliser, d'en faire ce qu'il veut, de s'en rendre maître et possesseur. C'est une phrase, Descartes qui est souvent citée. Mais de l'autre côté, on a une autre, une autre attitude qui est tout aussi extrême, et qui est que la nature fait bien les choses. En gros, que les lois de la nature sont des lois auxquelles nous devons nous soumettre. Que ces feux seraient bons pour la nature, voilà. notamment. Alors d'un côté, les feux sont très mauvais pour la nature, ce qui explique d'ailleurs toutes sortes de pratiques d'interdiction, et de l'autre, les feux seraient bons pour la nature. Mais entre les deux, finalement, ce qu'on oblitère, c'est le fait que finalement, il y a eu comme une alliance entre les feux et l'homme, entre les feux et l'espèce humaine durant des millénaires, apparemment suivant, d'après cet historien des feux de forêt, Stephen Pine. En fait, depuis l'Homo erectus, c'est-à-dire 1,6 million d'années, partout où les hommes sont allés, les hommes auraient pratiqué des feux dirigés qui auraient façonné la planète et qui auraient en même temps façonné leur culture et leur espèce, disons, leurs caractéristiques biologiques. Et donc finalement, c'est cette alliance qui est perdue et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement nos forêts sont encombrées de combustible, mais que par ailleurs, nous avons perdu finalement les habitudes d'entretien de la forêt qui permettraient justement de limiter les risques. Vous posez aussi la question de l'aménagement du territoire, construire des maisons, des villas en pleine forêt. Vous posez aussi la question de ces forêts qu'on destine à l'abattage et à la vente et qui sont extrêmement dangereuses. Vous posez aussi évidemment la question du réchauffement climatique. C'est assez angoissant quand même quand on lit votre livre. D'ailleurs, vous le dites, le feu, c'est un des motifs principaux d'anxiété chez les êtres humains. En tout cas, ceux qui ont été à proximité d'un feu, qui l'ont vécu, qui ont vécu la disparition de leur paysage, éprouvent une cicatrice, plus exactement une blessure qui ne va pas cicatriser. Ils éprouvent d'ailleurs une peur très durable et un sentiment d'avoir perdu l'un de leurs membres. Je crois que c'est important. Plus, ouais. Et pour toujours, bon là, l'avenir nous le dira, mais clairement, le feu génère une terreur panique. Et peut-être que c'est d'ailleurs cette terreur qui explique que nous n'en ayons pas suffisamment parlé jusqu'à aujourd'hui. On doit se poser la question de savoir pourquoi finalement les feux de forêt, contrairement à d'autres événements liés au réchauffement climatique, sont passés sous silence. Y aurait-il un effet de Tchernobyl lié aux feux de forêt? Vous allez jusque-là, oui. Finalement aussi, ne pas en parler, c'est sécuriser un certain nombre d'activités qui sont génératrices de leur aggravation. Mais par exemple, dans la première partie de ce journal, justement, on a parlé de Jair Bolsonaro qui laisse aujourd'hui justement les entrepreneurs détruire les forêts au profit justement de plantations ou d'activités industrielles. On les évoque, mais on a l'impression surtout qu'il n'y a pas de prise de conscience des gens. C'est-à-dire que les feux de forêt, oui, effectivement, ça reste, on l'a déjà dit, quelque chose de naturel. Et il y a aussi une peur, peut-être, c'est ça aussi que vous évoquez par rapport à ces feux de forêt, et vous le dites dans le livre, c'est la crainte aussi d'une perte de la civilisation aussi. Là où le feu passe, il ne reste rien. Comme dirait Bachelard, tout change. Et tout change, effectivement, le feu est une source de démoralisation extrêmement grande, y compris de civilisation tout entière. Alors clairement, disons, le feu fait partie de l'arsenal des armes de guerre depuis toujours, mais les nouvelles conditions climatiques donne à ces armes une puissance qu'elles n'avaient absolument pas. Et c'est aussi une singularité du feu de forêt, du méga-feu par rapport à d'autres catastrophes climatiques, à savoir qu'il est comparable, en quelque sorte, dans sa gravité, à un tsunami ou un tremblement de terre, mais il peut être généré, il est généré dans 85 à 98% des cas, par des activités humaines, dont le fait de craquer une allumette. Et je crois que c'est important de savoir que 40% des feux sont d'origine, 30 à 40% des feux sont d'origine criminelle. Et donc, disons que la pyrocène que fut la planète pourrait se transformer, en quelque sorte,
disons, en pyroterrorisme, en quelque sorte, ce qui est une crainte qu'on peut effectivement avoir face à la réconciliation, en quelque sorte, de toutes les conditions. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous développez le concept de cleaning nature, la nature que l'on nettoie. Vous dites clairement dans ce livre que l'être humain et la nature sont liés et que les femmes et les hommes doivent accompagner ces forêts, doivent s'accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font depuis des millénaires, sauf depuis 200, 300 ans, quoi, en gros. Même pas, depuis une petite centaine d'années, en fait depuis les années 1910, date à laquelle on a commencé à penser que finalement les feux d'entretien, les feux traditionnels et d'une manière générale la présence de l'homme dans la nature était non seulement la source d'un gâchis de matériaux, de matières premières, mais également la signature d'un archaïsme et par ailleurs la marque de société complètement arriérée. Ce que vous décrivez justement, c'est que les êtres humains ont façonné ces forêts, ces paysages. Vous faites la distinction entre Silva, cette forêt sauvage, justement, et la forêt telle que les êtres humains l'ont dessinée, à leur façon, en apportant aussi certaines essences. Voilà, la foresta. Mais en réalité, foresta, oui, mais en réalité, disons que d'après un grand nombre de sources, la présence des feux anthropiques sur la planète est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait imaginer. C'est sans doute à ces feux anthropiques que nous devons le bush australien, que nous devons les grandes plaines américaines, etc., etc. Les forêts méditerranéennes elles-mêmes ont été façonnées par le feu. Et si nos espèces végétales sont acclimatées, par exemple le pin, sont acclimatées au feu, c'est parce que justement, ces espèces, pendant des milliers d'années, ont su s'adapter. Et donc, cesser l'entretien de la nature. Alors, évidemment, cet entretien de la nature peut tout à fait prendre place et doit prendre place dans les forêts, avec les troupeaux, avec les feux d'entretien, avec le rassemblement des habitations, avec l'utilisation de matériaux ignifugés, etc., etc. Mais d'une manière générale, c'est un peu un paradigme d'une bonne relation à la nature qui consisterait, y compris dans les villes, sur nos balcons, dans nos parcs, à prendre soin de notre environnement. Et à prendre soin de nous-mêmes aussi. Voilà, et effectivement, pour consolider nos civilisations. La forêt peut être anthropisée, mais pas anthropocentrée. C'est ça, en fait, que vous dites. Oui, voilà, c'est-à-dire que pas une forêt pour l'homme, mais une forêt, justement, où l'homme a sa place, mais il ne se l'accapare pas, cette forêt. Il ne se l'accapare pas et par ailleurs, disons, en la cultivant en quelque sorte, en l'entretenant, en y faisant un ménage, il préserve à la fois ses conditions d'existence et les équilibres naturels. Et ses paysages et ses horizons fondamentaux pour les êtres humains. Merci Joëlle Zask d'avoir été avec nous.